l'enregistrement. Super, alors je vais partager mon Voilà. écran. Donc, la prochaine présentation est celle de Sabrina Uldry et de son équipe, qui s'intitule « Travailler et réguler la compréhension en grand groupe, conception d'une plateforme éducative en s'appuyant sur le concept de degré de liberté ». Donc, merci d'avance à Sabrina pour sa présentation et également d'avoir accepté l'enregistrement et la diffusion publique de cette présentation. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, je ne vais pas rappeler le titre, mais je me permets juste de dire un petit mot. Donc, c'est un travail d'équipe avec Nicolas ici, Perrin, que vous avez entendu tout à l'heure, mais aussi avec deux autres personnes, Marcel Grosjean, qui est un informaticien que l'on engage sous mandat, en fait, et David Pio, qui est assistant chez nous auprès du centre de soutien à l'e-learning. Donc là, ça me permet de faire un peu le lien sur qui nous sommes. Donc, nous travaillons tous les quatre pour le centre de soutien à l'e-learning à l'HEP Vaud, qui est basé à Lausanne, en Suisse. Je ne vais pas vous énumérer nos diverses missions, mais peut-être celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'accompagner les formateurs, mais pas uniquement, ça peut être des responsables de modules ou de filières, dans ce qu'on appelle le processus d'hybridation des dispositifs de formation. Donc, les objectifs de cette hybridation au sein de la HEP Vaud sont au nombre de 3. La première, c'est bien sûr d'améliorer la qualité de la formation en articulant le travail qui se fait en présentiel et celui qui se fait à distance. Mais de résoudre aussi des problèmes organisationnels. Alors, on n'est pas les seuls, mais c'est vrai qu'on est un peu dépassé par le nombre croissant d'étudiants qui arrivent à la HEP Vaud. Moi, ça fait 10 ans que je travaille là-bas. Je suis passée on était quoi, 180 à maintenant, on est, Nicolas, à combien d'étudiants On est à 450. 500. Oui, 450, voilà. Et Oui, et donc on a des problèmes organisationnels en termes de salles de cours qui ne sont pas assez nombreuses, voire trop petites pour l'ensemble du nombre d'étudiants. Et aussi pour proposer progressivement des curriculums partiellement à distance. Bien sûr, on a une diversité des profils, hein, des étudiants qui sont en reconversion professionnelle. On les avait plutôt en master, mais c'est vrai que depuis plusieurs années, ils sont également présents en bachelor d'enseignement primaire et aussi des étudiants qui ont déjà des familles, qui ne peuvent pas suivre des cours à des horaires, disons, habituels. Peut-être l'essentiel en bref de cette présentation. Cette présentation, elle part d'un constat initial. J'ai mis dès 2017, mais je me demande si c'était déjà pas dès 2016. Ça fait déjà pas mal d'années, où ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une diminution des stratégies d'apprentissage auprès de nos étudiants, notamment en grand cours. On l'a constaté lorsqu'on leur donnait des tâches à effectuer, des vidéos à visionner, ce genre de choses. On a vraiment constaté que ces stratégies-là, elles ont baissé, elles ont diminué, elles étaient beaucoup moins présentes. On a essayé de répondre à cela par de l'interactivité, en fait. On a vraiment essayé de favoriser le travail et la régulation de la compréhension, d'autant plus que le cours que nous donnons en bachelor est un cours de première année sur la méthodologie de la recherche en sciences d'éducation. Donc quelque chose qui est aussi des concepts, des notions qui peuvent être difficilement compréhensibles ou qui nécessitent, disons, un travail plus important. Face à cette introduction de l'interactivité, nous avons constaté des difficultés, notamment au niveau des fonctionnalités des outils, j'en parlerai après, que nous avons utilisés, mais pas uniquement, je vais le détailler ensuite. Et finalement, pour aboutir à une conception d'une plateforme en s'appuyant sur les degrés de liberté. Donc, je reviens plus précisément au contexte. Donc, comme je l'ai dit, un cours en bachelor primaire où nous avons où nous avons, surtout Nicolas, introduit des pauses réflexives puis des situations de problème à l'aide de Speak Up.
pour travailler justement la compréhension des concepts. Juste pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est SpeakUp, en fait, c'est une petite application qui a été développée par l'EPFL, l'École Polytechnique de Lausanne et l'Université de Lausanne, pour que les étudiants puissent poser anonymement des questions pendant un cours. Donc, je vous laisse un peu, déjà, le simple fait que ce soit anonyme a posé pas mal de soucis. Malgré une régulation, une charte de travail, etc., on peut vite être dépassé par ce genre de choses. Et parallèlement, ce qui s'est passé en cours de master, c'est d'utiliser la plateforme Perusall pour favoriser en fait tout le travail qui était fait en présentiel, pour pouvoir justement faire ce passage entre le travail présentiel et celui qui était effectué à distance. Alors, Perusall, c'est aussi une application, mais qui elle a été développée par l'Université d'Harvard, dans le but en fait de lire et annoter collectivement des documents. Donc, c'est des documents PDF. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, c'est aussi possible d'annoter des vidéos. Mais comme je vous l'ai dit, on a constaté des difficultés. Plus le groupe est grand, plus c'est difficile de suivre le travail qui est fait, et notamment le travail asynchrone, c'est-à-dire dans des moments différents, des moments de travail différents. Oui, c'est ce que je voulais dire en fait, j'avais rien d'autre à ajouter. Une autre chose qui est très difficile, notamment sur Perusall, c'est lorsqu'on donnait une consigne du type veuillez surligner les concepts que vous ne comprenez pas ou qui vous posent problème, c'était difficile à nous de suivre en fait tous ces concepts ou tous ces bouts de paragraphes qui étaient soulignés et de les synthétiser ensuite. Parce que vous imaginez bien qu'avec des grands groupes d'étudiants, c'est totalement indigeste de le faire et chronophage. Donc forcément, difficile de gérer la diversité des contributions et des questions. Il y a tout le problème des conversations de type forum, mais comme on l'a aussi sur Moodle, quand il faut scroller, aller chercher la réponse, l'étudiant répond à qui, à quoi. Voilà, je pense que c'est une problématique qu'on connaît tous à ce niveau-là. Donc, l'autre enjeu en tant que centre de soutien, c'était d'éviter ces situations-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a joué le rôle de testeur pour SpeakUp et puis pour Perusall. On a la chance au centre de soutien à l'e-learning de donner tous des cours, d'être intégrés dans la formation des enseignants, et ça nous sert un peu de terrain de test. Donc, on a bien constaté que cette difficulté de la multiplicité, de la diversité, de la désynchronisation des réponses des étudiants. On s'est dit, OK, mais comment on va y remédier? Et là aussi, commencé à émerger l'idée de faire une plateforme maison. La première chose, c'est de pouvoir favoriser la continuité entre le travail en présence et à distance. Je rappelle, on est dans un contexte d'hybridation des formations actuellement à la HEP Vaud. Donc, c'était bien cette continuité-là entre les activités que l'on réalisait en cours en présentiel et celles que l'on demandait de faire à distance. Renforcer la stabilisation des configurations d'activités collectives, tout simplement comment faire en sorte qu'elles soient stables et viables tant pour les étudiants que pour nous les formateurs. Je reviendrai après pour expliquer plus spécifiquement ce qu'on sous-entend sous configuration d'activités collectives. Bien sûr, réguler les apprentissages de haut niveau taxonomique, on est bien dans le travail de la compréhension et sa régulation, et de disposer d'un seul outil qui est facilement utilisable et paramétrable. Donc là aussi, par rapport à notre expérience de testeur en grand cours ou en séminaire de différents outils. Je reviens sur la question de configuration d'activités collectives. En fait, sous ce terme-là est englobé trois choses. Tout d'abord, l'outil qu'on va utiliser dans un format pédagogique spécifique, et également la finalité pédagogique. Donc, bien évidemment, chacun de ces sous-ensembles répond à des critères d'utilisabilité, d'acceptabilité et d'utilité.
voilà, par rapport aux configurations d'activités collectives, peut-être qu'on pourra, s'il y a des questions, y revenir. Donc la conception de notre plateforme. Donc c'est une application web qui a été développée, par le Centre de soutien à l'e-learning. Vous avez ici le nom et le lien vers le site de l'application. Elle poursuit un double but, bah forcément, hein, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est de s'appuyer sur des activités qui sont réalisées en présence pour réaliser celles qui sont à distance et maîtriser les degrés de liberté des tâches proposées. J'y reviens aussi sur les degrés de liberté. Le processus de développement de la plateforme, on est dans une démarche purement ergonomique, itérative et réactive, hein. On va tester, retester, on va demander à des collègues aussi de tester, d'avoir des retours, etc. On va demander à notre informaticien Marcel Grosjean de développer des fonctionnalités qui n'existent pas ou on aimerait les faire exister différemment, disons. Et comme je l'ai dit, tester l'appropriabilité par nos collègues, mais aussi par les étudiants qui sont au bout de la chaîne. Un petit focus sur la plateforme Docker. Donc, vous avez ici une image de l'interface. Donc là, tout à gauche, bien sûr, vision formateur, vision étudiant. Et deuxième colonne, vous avez la possibilité d'insérer toute une série d'activités. Donc, de poser des fichiers, de faire des quiz, de taguer une vidéo, de souligner dans un PDF. Et la première fonctionnalité qui a été développée par notre informaticien, c'est sur l'idée de Nicolas, qui s'est dit, ben voilà, c'est difficile dans un grand groupe avec 300-400 étudiants de vérifier la compréhension, notamment la compréhension de concepts. Donc, il a eu l'idée de la heatmap, en fait, la carte de chaleur qui sont utilisées par les météorologues. Donc, l'idée ici, c'est de demander aux étudiants, en fait, de souligner les concepts qui ne sont pas compris. Et plus ces concepts sont soulignés par les étudiants, plus ils vont se colorer en couleur chaude. Donc ça, c'est visuellement très facile à repérer et ça permet aux formateurs de revenir en cours ou lors d'une capsule vidéo, c'est égal sous quelle forme, de revenir sur ce concept-là et pouvoir appuyer son explication. Je reviens maintenant au degré de liberté, hein, parce que notre conception de la plateforme se base sur ce concept-là. Donc, le degré de liberté renvoie à la notion d'ouverture. Il y a 3 manières de l'appréhender. Ça dépend bien sûr aussi du courant épistémologique auquel on se rattache, hein. On peut se référer à l'hétérorégulation. Et là, sur les travaux de Brousseau, le formateur qui agit sur la tâche en manipulant des variables didactiques comme le type d'évaluation, le type de tâche, etc. Peut-être, j'aime bien cet exemple que j'utilise souvent, c'est un enseignant en DPS qui propose à ses élèves de jouer à 1, 2, 3 soleils, ben, il va pouvoir leur demander de jouer avec ou sans obstacle sur leur chemin, en se tenant à 2 par la main, en devant lancer une balle, etc. Donc on voit qu'on peut manipuler et rendre ce jeu plus difficile ou moins difficile en fonction de ce qu'on introduit. On peut l'appréhender également par l'autorégulation. Là, on se réfère aux travaux de Annie Gézépou. C'est la possibilité par l'apprenant finalement de contrôler sa formation et ses apprentissages par les choix qui vont être permis par un dispositif flexible. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces choix-là se situent au niveau de 3 composantes qui sont spatio-temporelles. Est-ce que je vais pouvoir choisir le lieu dans lequel je travaille, j'apprends, je suis ma formation? Est-ce que je peux choisir à quel moment? Au niveau des composantes pédagogiques, est-ce que je peux choisir mon cheminement d'apprentissage? Est-ce que je peux choisir mes objectifs d'apprentissage? Et aussi de la communication éducative médiatisée. Est-ce que je suis libre d'avoir accès à des ressources comme je le souhaite? Ou est-ce que je dois faire toujours appel à la même personne? Ou, etc., etc. Et finalement, ce concept-là est appréhendé par la régulation de l'activité individuelle et collective
en jouant sur les degrés de liberté. Donc en fait, plus, comment dire, on va jouer en fait sur un relâchement des contraintes pour que l'interaction avec l'environnement soit possible. Euh, Patrick parlait avant des contraintes, hein. Il a donné des exemples, on est vraiment là-dessus. On lâche à certains niveaux, mais pour pas qu'il se perde, pour pas qu'il justement il ne fasse qu'un essai-erreur et qu'il laisse tomber, ben, on a des contraintes qui interviennent. Ben, il faut mobiliser le concept tel et tel, il faut faire référence à telle et telle chose, etc. Donc on est vraiment dans ces questions-là. Je vous donne un exemple maintenant sur Docker, de ces libertés, ces degrés de liberté. Donc, on peut fermer ou ouvrir finalement les tâches en proposant de limiter la surface de ce qui doit être surligné. Je pense ici au heatmap, je vous disais, on donne comme consigne aux étudiants de surligner ce qu'ils n'ont pas compris. Surligner un paragraphe en entier où il y a plusieurs concepts, il y a plusieurs idées, ou souligner un seul concept, c'est deux choses différentes. Et on voit bien pour le formateur l'importance de limiter cette surface. Parce que si on se retrouve avec des paragraphes entiers, finalement, on ne va pas savoir ce qui n'a pas été compris ou ce qui nécessite une réexplication. C'est aussi limiter la nature des réponses qui sont possibles en recourant à la technologie du drag and drop, hein, glisser-déposer. Mais bien sûr, en rendant visibles les résultats à l'aide de graphiques, hein, cela n'empêche pas d'avoir des visualisations plus importantes. Et limiter la multiplicité des réponses, par exemple lors d'une analyse vidéo, en demandant de taguer à l'aide d'étiquettes bien spécifiques. C'est là aussi, si on a une multiplicité des tags, mais on ne sait pas à quoi cela se réfère, c'est extrêmement compliqué pour le formateur de s'y retrouver. Donc, à l'aide des étiquettes, voilà, on va pouvoir cibler un peu ce qui a été important ou pas compris. Cela dépend de la consigne qu'on a donnée à nos étudiants. Mais on peut imaginer qu'après, le formateur va se dire, en fonction des tags, là, je vois qu'il y a des tags dans ce domaine-là, dans ce domaine-là, dans ce domaine-là, je vais pouvoir constituer des groupes et les faire avancer dans leur compréhension. Donc voilà pour les exemples. Donc en conclusion, l'efficience d'un format pédagogique qui est instrumenté peut être appréhendée par le rapport entre le niveau taxonomique de la tâche elle-même et de l'ouverture de celle-ci. L'ouverture d'une tâche, on l'a dit, elle est appréhendée à l'aide du concept de degré de liberté. Ce degré de liberté, il faut vraiment le voir comme un nombre de paramètres qu'on va pouvoir varier indépendamment les uns des autres. Je vous donnais l'exemple des variables didactiques de Brousseau. On fait varier le type de cours, mais indépendamment du type d'évaluation qu'on va donner à la fin. L'enjeu, bien sûr, pour nous formateurs, ça consiste à proposer une tâche de haut niveau taxonomique, tout en limitant la variabilité, la dispersion des réponses, comme je l'ai montré sur Docker, parce qu'un des postulats ici, chez nous, au Centre de soutien à l'e-learning, c'est que tout doit être viable. Pourtant, pour les formateurs, l'activité de formateur, ou tant pour les apprenants, les étudiants, cela doit être viable. Et le pari, finalement, c'est de combiner la fermeture de certains paramètres pour rendre, par exemple, une analyse automatique des réponses, qui est facilitée pour nous formateurs, mais aussi pour les étudiants, avec une ouverture d'autres paramètres qui impliquent un travail de haut niveau taxonomique. Donc, c'est bien de jouer sur ces différentes ouvertures, sur ces différents degrés de liberté. Je vous ai mis ici, à titre indicatif, la bibliographie. Elle est également dans le résumé de la communication. Et on est à votre disposition pour des questions. Merci. Magnifique, merci beaucoup Sabrina, merci Nicolas. J'ai vu qu'il y avait eu pas mal de petits échanges déjà dans le chat. Alors, non, j'imagine bien que ce n'était pas le but. Je ne sais pas si toutes les questions qui ont été posées dans le chat ont trouvé réponse. J'ai vu notamment qu'il y avait eu beaucoup d'échanges
entre Patrick et Mathieu et Nicolas. Est-ce que l'un de vous estime utile de revenir sur ces questions ou à d'autres questions pour Sabrina, pour les quelques petites minutes qui nous restent à discuter? Peut-être Nicolas, tu peux, vu que tu as Est-ce que Nicolas suivi, veut compléter, oui? Oui, exactement. Oui, c'est peut-être simplement dire différemment certaines Oui. choses. J'ai été fasciné par la difficulté, comme tu l'as dit, de travailler avec un forum. En fait, un forum, c'est un truc monstrueusement difficile à traiter quand on a beaucoup d'étudiants. Les questions des étudiants ou les interventions des étudiants ne sont pas forcément intéressantes. Et donc, c'était de trouver cet équilibre aussi dans la facilité du travail étudiant. Ce qu'on a vécu, c'est des étudiants qui, comme je le mettais, en pause réflexive, faisaient la pause. C'est-à-dire, c'était une activité trop sollicitante. Et le fait de dire, OK, vous surlignez quelque chose que vous n'avez pas compris, ou au contraire, vous surlignez tel type de concept ou autre, c'est une activité simple, dont la consigne peut être donnée très simplement, mais qui, on l'espère, permet quand même une activité cognitive élevée. Moi, j'ai une question de compréhension quand vous parlez tous les deux de surligner. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans leur environnement numérique de travail, ils ont une ressource mise à disposition par l'enseignant et ils peuvent venir simplement sélectionner une partie du texte et cette sélection est directement envoyée via une table avec, on a vu les couleurs qui diffèrent, à l'enseignant. C'est ça. Et ce qui est intéressant, Ça, c'est c'est que automatique. les Oui. surlignements vont s'empiler. Et là où Oui, il y c'est en a ça. beaucoup, la heatmap dit il y a ça. Et l'intérêt, c'est qu'on peut afficher ça en direct aussi. Donc, ça veut dire qu'on peut, par exemple, après un temps d'intervention, voir ce qui pose problème et C'est réguler ça. en Excellent. direct, même si on est à 450. Vous partagez votre outil ou... Ouais. Oui, Oui, bien Et sûr. pourquoi est-ce que vous avez créé votre propre plateforme et que vous n'êtes pas parti sur une plateforme plus traditionnelle comme Moodle ou quoi? Bah, alors, il y a deux choses. D'une part, parce que ces fonctionnalités-là n'existaient pas ailleurs. Euh, et puis d'autre part, parce que quelque part, ce qu'on cherchait, c'était l'intermédiaire entre un clicker et Moodle. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le clicker permet de travailler en direct, mais Moodle permet de travailler à distance. Et nous, Ouais, ce ouais, qu'on veut, c'est faire le va-et-vient entre l'un et l'autre. c'est ça. Donc, pour cette plateforme, elle n'a pas tant la prétention de dire on remplace Moodle, mais c'est un truc supplémentaire. Et ce qu'on a pas mal développé ces derniers temps, c'est le fait de pouvoir ajouter une tâche dans Moodle qui va sur la plateforme de manière automatique avec une inscription automatique et des choses comme ça. D'accord. Et je vois que dans le chat, il y avait aussi pas mal de questionnements autour de la volonté des étudiants finalement de se lancer dans ce genre d'activité plus engageante aussi. Et je l'ai constaté chez nous aussi, parfois, ce n'est pas les profs les plus réticents à faire de l'enseignement non, actif non, ou de la non, non. pédagogie active. C'est étonnamment assez fort les étudiants. Est-ce que parmi le reste de l'Assemblée éventuellement, ou toi Sabrina, vous avez des réflexions par rapport à ça, des choses qui ont été... Est-ce que c'est une question d'habitude? Est-ce qu'ils ont été formatés dans l'enseignement maternel, primaire, secondaire à écouter et que du coup, ils sont plus capables? Ou est-ce que c'est de la paresse? Comment est-ce qu'on explique ça? Alors, on a au centre du centre de soutien à l'e-learning, on traite aussi, on a pas mal traité des questions de la forme scolaire, la forme traditionnelle et tout ça. C'est clair que les formes-là qui testent, bon, c'est pas la majorité des enseignements à la Chaux-Tévaux, Déjà, attention, ouais. Non. il faut bien se rendre compte, mais ça ne correspond pas à ce qu'ils ont vécu, Ils n'ont pas l'habitude. ils n'ont pas l'habitude et leur stratégie d'apprentissage vont peut-être demander à s'adapter en fait au travail, aux activités que l'on propose. Et ce qu'on a aussi constaté, parce qu'on a eu dans le cadre du cours, que je disais justement, c'était sur la méthodologie de recherche, on a fait des focus group et la question de l'autonomie pose un énorme problème parce que forcément, ce genre de dispositif demande une très grande autonomie, des capacités d'autorégulation assez importantes et des étudiants d'une vingtaine d'années qui disaient, mais nous, on se rend bien compte que vous attendez que nous soyons autonomes, mais non, on ne l'est pas. On a besoin d'être guidés. Et c'était vraiment explicite. Et puis,
voilà, on a un peu, on réfléchit beaucoup en fait autour de ce terme de guidage, comment les guider, mais en ne les maternant pas non plus. Je veux dire, on Non, est c'est comme ça. dans une formation tertiaire, hein, on n'est Est-ce que c'est pas. plus facile, du coup, pour des étudiants qui sont peut-être plus âgés dans les dernières années du cursus? Ou pas Bonne forcément? question, je sais pas. Nicolas, tu as un élément de réponse? Je dirais que c'est plus facile pour non pas des étudiants plus âgés au sens, par exemple, parce qu'ils sont en master ou comme ça, plutôt que des étudiants qui reviennent aux études. En reprise Ce d'études, sont oui, des ça je gens constate chez qui nous aussi, ouais, ouais, sont dans ouais. une autre posture. Ils sont plus engagés alors à ce Ouais. moment-là, peut-être. Ouais, Oui. ok. Mm. Il y a Nathalie qui nous dit pour mieux comprendre les stratégies des étudiants, il y a aussi des travaux qu'on peut aller consulter sur l'expérience d'apprentissage, notamment approche et stratégie d'apprentissage. Voilà. Et alors, il y a une question de Patrick, peut-être qui va être la dernière qu'on va pouvoir prendre. Quelles sont les stratégies à déployer pour amener les apprenants à faire le changement, à plonger dans l'inconnu, mais sans non plus les surcharger, parce qu'il faut qu'il y ait quand même une petite concertation de programmes entre les différents enseignants aussi pour que ça reste faisable dans l'agenda des étudiants, quoi. Peut-être, Sabrina, si tu... Oui, vas-y, vas-y. Je pense qu'on est là, une autre manière de présenter ce qu'on vient de faire serait été de parler comment dire, de l'étayage. C'est-à-dire qu'à la fois, il s'agit d'étayer, c'est justement, mais pas simplement en étayant tout, c'est en jouant sur cette ouverture-fermeture. Et ce qu'apporte la notion de degré de liberté, c'est que cet étayage passe notamment par la gestion de la médiatisation et de la médiation. Donc, c'est dire, aidons-les à explorer des choses nouvelles, moyennant de faciliter des choses. Une fois encore, surligner, ça ne leur demande pas trop C'est d'énergie. ça. Et peut-être que s'ils le font, ils vont découvrir quelque chose. Après, je vais peut-être être un peu ambitieux, mais on est quand même dans une formation de futurs enseignants et peut-être qu'il y a un enjeu à ce qu'ils découvrent d'autres manières de se former, même s'ils n'en ont pas forcément envie Et de les immédiatement. pousser un peu à ça, quoi. Ouais. Ouais.